Mon beau-fils est devenu PDG après la mort de ma femme. Il m'a viré à peine 5 jours plus tard. Il ne savait pas que je détenais 67% de l'entreprise. Lundi devrait être intéressant. J'étais encore dans mon costume d'enterrement, quand mon beau-fils a glissé un dossier de licenciement sur la table de conférence, comme s'il me tendait un menu. 5 jours après avoir enterré ma femme, il m'a viré. Et il n'avait pas la moindre idée que je possède 67% de l'entreprise. La pièce sentait le café brûlé et le toner frais. C'est ce dont je me souviens le plus. Pas des visages, pas de la vue sur le centre-ville de Toledo à travers les grandes fenêtres. Juste ce café amer et rassis, qui avait été réchauffé trop de fois, et l'odeur chimique chaude du photocopieur dans le coin, qui surchauffait toujours quand quelqu'un imprimait une pile de contrats. Evan Brooke était assis en bout de table, à la place que Marianne prenait d'habitude. Le siège de ma femme, ce fauteuil en cuir qui portait encore la plus faible empreinte d'elle, comme si elle pouvait rentrer à tout moment, lisser sa jupe, coincer un stylo derrière son oreille, et me lancer ce regard qui voulait dire « Frank, tiens-toi tranquille ». Mais Marianne ne reviendrait pas. Les cheveux d'Evan étaient peignés trop soigneusement en arrière, comme s'il avait regardé une vidéo YouTube sur la prestance d'un cadre dirigeant. Il portait un costume bleu marine, qui n'épousait pas tout à fait ses épaules, et une montre en argent qui avait l'air toute neuve. 33 ans, et il jouait déjà au roi. Il ne ressemblait pas à un homme qui avait perdu sa mère. Il ressemblait à un homme qui avait attendu son tour. Autour de la table, étaient assises des personnes qui travaillaient chez Great Lake Industrial Supply depuis qu'Evan était né. Mark Dwyer, notre directeur financier, 56 ans, né et élevé à Toledo, le genre de type qui gardait un grand livre de comptes dans sa tête et un chapelet dans sa boîte à gants. Rita Sanchez, des opérations, 49 ans, dure comme le sel de déneigement, capable de sentir une mauvaise affaire à travers une porte fermée. Denny Harland, le président du conseil, 61 ans, le genre poignée de main, type vieux Rotary Club, qui sentait toujours l'après-rasage et la menthe fraîche. Ils me regardaient tous avec ce même visage crispé que les gens ont aux enterrements, quand ils ne savent pas quoi dire. De la sympathie mêlée à de la peur, parce que personne ne s'attendait à ce que cette réunion porte sur mon renvoi. Evan s'éclaircit la gorge. Cela résonna un peu dans la pièce, car personne ne parlait. Même la climatisation semblait se taire, comme si le bâtiment lui-même attendait. D'abord, dit Evan, et il cliqua sur une petite télécommande comme s'il était sur le point de lancer un PowerPoint. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici. Je sais que la semaine a été difficile. Sa voix avait ce calme travaillé, celui qu'on entend dans les vidéos d'entreprise, comme s'il l'avait déjà répété devant son miroir. J'étais assis là, les mains jointes, les manches de mon costume noir tirées sur mes poignets. Ma cravate me semblait trop serrée. C'était la cravate préférée de Marianne. Elle l'avait choisie pour moi, dans une petite boutique pour hommes près du centre commercial Franklin Park, il y a des années. Elle disait qu'elle rendait mon regard plus chaleureux. Ce matin, je l'avais nouée par mémoire musculaire et par chagrin. Je ne pensais pas aux réunions du conseil. Je pensais à la dernière fois que j'avais embrassé le front de ma femme. Froid. Trop froid. Evan poursuivit, comme vous le savez, le conseil m'a demandé d'intervenir en tant que PDG par intérim. Mark remua sur sa chaise. Denny hocha la tête, raide. Je pouvais entendre le vent dehors faire cliqueter les joints des fenêtres. Le vent du lac Erie, en décembre, se fiche des funérailles ou des titres. Il vous transperce, tout simplement. Evan baissa les yeux vers un dossier, puis les releva vers moi. Ses yeux ne s'adoucirent pas, même pas pour la forme. Frank, dit-il, comme s'il prononçait le nom d'un type rencontré à une conférence. Je vais faire simple. Mon estomac se contracta. Un homme qui dit qu'il va faire simple est sur le point de faire quelque chose de cruel. Il fit glisser un paquet de feuilles à travers la table vers moi, épais, propre, agrafe fraîche. La première page portait notre logo en haut, avec un titre qui disait « Accord de séparation ». Mark inspira brusquement, comme s'il venait de recevoir une gifle. La mâchoire de Rita se crispa. Denny cligna des yeux rapidement, comme s'il essayait de se réveiller. Je ne bougeais pas tout de suite. Je fixais ce paquet comme si c'était un serpent. Evan dit, avec effet immédiat, nous mettons fin à votre emploi au sein de Great Lake Industrial Supply. Les mots atterrirent dans la pièce avec un bruit sourd, pas un éclat, un bruit sourd comme une boîte tombant sur du béton. Je sentis mes oreilles bourdonner, pas fort, juste une pression, comme si mon corps ne voulait pas accepter le son.
Je regardais Evan. Tu me vires. Oui, dit-il. Aucune hésitation. Nous prenons une nouvelle direction. Une nouvelle direction, répétai-je, goûtant l'expression. Elle n'avait aucun poids, aucun sens, juste une couverture d'entreprise qu'on jette sur un gâchis. Evan croisa les mains comme s'il allait expliquer un budget. Frank, tu es ici depuis longtemps. Tu as fait ce que tu pouvais, mais l'entreprise a besoin d'un leadership moderne. Le visage de Mark devint rouge. Evan. Evan leva une main sans même le regarder. Mark, s'il te plaît, laisse-moi finir. Denny s'éclaircit la gorge. Evan, cela semble soudain. Le sourire d'Evan se crispa. Soudain, Denny? Ma mère est décédée. Ça, c'est soudain. Et voilà. La première fois qu'il la mentionnait, non pas comme Marianne, non pas comme maman, mais comme un levier. Il me jeta un nouveau coup d'œil. Frank, je suis sûr que c'est émotionnel pour toi, mais nous devons penser à l'image. L'image, dis-je doucement. Oui, dit Evan, se penchant en arrière dans le fauteuil de Marianne comme s'il était à sa place. Il va y avoir beaucoup de changements. Je parle à des investisseurs, des partenaires, des gens qui attendent une certaine structure, et franchement, sans vouloir te vexer, garder le mari endeuillé dans un rôle de haut niveau crée de l'incertitude. Mes mains restèrent jointes, mais à l'intérieur, quelque chose de brûlant commença à monter dans ma poitrine. Pas encore de la colère, pas tout à fait. C'était le chagrin qui se transformait en trahison, comme une ecchymose sur laquelle on appuie. Rita parla, la voix basse. Frank n'est pas une incertitude. Frank est la raison pour laquelle la moitié de nos fournisseurs répondent encore au téléphone. Evan lui lança un regard poli et vide. J'apprécie ta loyauté, Rita. Vraiment. Mais la loyauté n'est pas une stratégie. Cette phrase me dit tout sur lui. Marianne avait l'habitude de dire, Frank, cette entreprise fonctionne sur deux choses. De bonnes pièces et de bonnes personnes. Evan parlait comme si les gens étaient des chiffres sur un tableau Excel. Je me penchai en avant et fis glisser le paquet plus près, lentement. Le papier était craquant sous le bout de mes doigts. Je pouvais voir que l'encre était fraîche. Evan m'observait comme un chat observe une souris. Je veux que tu saches, dit Evan, que ce n'est pas personnel. Je laissai échapper un court souffle par le nez. Ma femme meurt jeudi. Je l'enterre samedi, et tu me vires le mardi. Et tu veux me faire croire que ce n'est pas personnel. Les yeux d'Evan vacillèrent pendant une demi-seconde. Puis il lissa son expression à nouveau. Ma mère a bâti cette entreprise, Frank. Elle voudrait ce qu'il y a de mieux pour elle. L'entendre dire à ma mère comme ça, comme si elle était un trophée dont il avait hérité, me serra la gorge. Elle voudrait ce qu'il y a de mieux pour ses employés, dis-je. Evan haussa légèrement les épaules. Les gens s'adapteront. Denny se pencha en avant, les deux mains sur la table. Evan, Frank est. Evan le coupa, la voix devenant tranchante. Denny, avec tout le respect que je vous dois, je suis PDG. Le conseil l'a approuvé. Nous pouvons en débattre toute la journée, mais la décision est prise. Mark avait l'air de vouloir se lever et jeter sa calculatrice contre le mur. Rita fixait la table, respirant par le nez comme un taureau essayant de ne pas charger. J'ouvris le paquet. Les premières pages concernaient les indemnités de départ standard, la continuation des avantages, le non-dénigrement. Le langage était froid et net. On aurait dit qu'il avait été rédigé par quelqu'un qui ne s'était jamais assis en face d'un homme en costume d'enterrement. Puis je vis une clause qui me fit plisser les yeux. Elle était enfouie à la page 6, sous un en-tête intitulé « Reconnaissance ». Elle disait quelque chose sur le fait que je reconnaissais ne détenir aucun droit de vote dans Great Lakes Industrial Supply. C'était écrit de manière bâclée, comme si quelqu'un avait copié un modèle sur Internet et mal rempli les blancs. Je ne réagis pas. Je ne levai pas les sourcils. Je ne regardais pas Harold. Harold n'était pas là. C'était juste moi, mes yeux, et une erreur assez grosse pour avaler un homme tout entier s'il signait sans réfléchir. Evan tapota son stylo sur la table. Si tu signes aujourd'hui, tes indemnités sont nettes. Si tu ne le fais pas, nous devrons prendre une autre voie. Quelle voie, demandai-je. Evan sourit, presque comme un gamin, comme s'il était excité d'utiliser un nouveau jouet. Le contentieux. La sécurité.
Nous pouvons rendre cela désagréable. La tête de Rita se releva brusquement. Est-ce que tu le menaces? Le sourire d'Evan resta figé. J'explique les options. Je fixai la page. La voix de ma femme me revint, douce et stable, datant d'il y a des années, alors qu'elle négociait avec un vendeur qui essayait de l'intimider. Les hommes calmes vont au bout des choses, Frank. Mes mains tremblaient légèrement sous la table. Je détestais qu'Evan puisse me voir assis là, en noir, encore à vif, encore brisé. Je détestais que cela se produise alors que les fleurs de Marianne étaient encore fraîches sur sa tombe. Mais je savais aussi autre chose. Je savais qu'Evan ne comprenait pas cette entreprise. Pas vraiment. Et plus important encore, il ne me comprenait pas. Je pris le stylo. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Frank. Je levai une main, sans le regarder. C'est bon. Denny avait l'air de vouloir pleurer. Ou peut-être l'avait-il déjà fait. Les hommes comme Denny ne pleurent pas fort. Il fuit doucement. Evan se pencha en avant, observant ma main. Bon choix. Je signai la partie sur les indemnités. Je paraphai les pages. Cela n'avait pas d'importance. Et quand j'arrivai à la clause bâclée sur les droits de vote, je marquai une pause, juste le temps d'un battement de cœur. Le stylo d'Evan s'arrêta de tapoter. La pièce devint mortellement silencieuse. Puis je la paraphai aussi, parce que je ne renonçais à rien de réel. Cette clause était un bluff, et si Evan pensait qu'elle le protégeait, cela le rendrait négligent. Les hommes négligents creusent leur propre tombe. Je fis glisser le paquet vers Evan. Il ne dit pas merci. Il le rassembla simplement comme s'il avait gagné quelque chose. La sécurité va t'escorter vers la sortie, dit-il. Je me levai lentement, la chaise raclant doucement contre le sol. Mes genoux me faisaient mal. 59 ans, ce n'est pas vieux, mais le chagrin vous alourdit. Il ajoute des années à vos articulations. Je regardais autour de la pièce, les gens qui avaient construit cet endroit avec moi et Marianne. Les yeux de Rita étaient humides. Marc avait l'air furieux. Denny avait l'air honteux. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit, prenez soin les uns des autres. Evan renifla doucement, comme si c'était une absurdité sentimentale. Deux agents de sécurité, tous deux plus jeunes, évitant tous deux mon regard, m'accompagnèrent jusqu'à l'ascenseur. L'un d'eux tint la porte comme si j'étais un étranger dans mon propre immeuble. En descendant, je captai mon reflet dans le miroir de l'ascenseur. Costume noir, yeux cernés, cravate légèrement de travers. Veuf, viré. Quand les portes s'ouvrirent sur le hall, l'air froid me frappa alors que quelqu'un entrait de l'extérieur. L'hiver de Toledo me gifla pour me réveiller. Je marchai jusqu'au parking où mon camion était garé, avec une fine couche de givre sur le pare-brise. Un Ford F-150 de 2014, payé, patapa accent grave-l'œil. Marianne avait l'habitude de me taquiner en disant que j'aimais ce camion plus que mon propre lit. Je grattais le givre avec le dos de ma main parce que le grattoir était à l'intérieur et que je m'en fichais. Mes doigts étaient engourdis le temps que je monte à bord. Je rentrais chez moi en passant devant la rivière Momé, devant des bâtiments en briques aux vieilles enseignes délavées, devant un panneau publicitaire pour la réparation de chaudières, et je réalisais quelque chose qui me frappa plus fort que le licenciement. Evan ne m'avait pas seulement viré. Il essayait de m'effacer. Quand j'arrivais à la maison, je restais assis dans l'allée pendant un long moment, moteur éteint, écoutant le tic-tac du métal qui refroidissait. L'intérieur de la maison sentait la lessive à la lavande de Marianne et le ragoût que quelqu'un de l'église avait déposé il y a 2 jours. La vie continuait de se manifester par de petits cadeaux maladroits. J'accrochai mon manteau dans le placard de l'entrée, la veste de costume noir, celle que j'avais portée aux funérailles. Et quand je plongeai la main dans la poche, mes doigts touchèrent quelque chose de petit et froid. Un trombone en laiton. Le trombone de Marianne, celui qu'elle gardait toujours sur son bureau, légèrement tordu comme si elle l'avait redressé une centaine de fois. Et enroulé autour, il y avait un post-it jaune plié serré. Je le dépliai avec des mains tremblantes. 2 lignes de son écriture, stable comme toujours. Dossier bleu, tiroir du haut, s'il laissait quoi que ce soit. Ma gorge se serra si fort que ça en faisait mal. Pour la première fois depuis l'enterrement, je ressentis autre chose que du chagrin. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas du soulagement.
C'était une sorte de colère calme et constante. Le genre qui ne crie pas. Le genre qui attend. Le lendemain matin, Toledo se réveilla gris et amer. Le genre de froid qui s'infiltre à travers les murs et s'installe dans vos os. Le vent du lac Erie faisait cliqueter le bardage comme s'il avait quelque chose à dire. Je me tenais dans la cuisine, tenant une tasse de café que je ne me souvenais pas avoir préparée, fixant l'endroit sur le comptoir où Marianne posait son sac à main tous les soirs. Il était toujours vide. Je n'avais pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Evan assis dans sa chaise, j'entendais ce mot image prononcé comme s'il importait plus que les gens. J'apportais le café dans le salon et m'assis dans le fauteuil inclinable de Marianne. Je ne l'avais pas touché depuis sa mort. Il sentait encore faiblement sa crème pour les mains, la lavande, et autre chose que je ne pourrais jamais tout à fait nommer. Le confort et la discipline, mélangés d'une certaine manière. Je plongeai à nouveau la main dans la poche de mon manteau, juste pour m'assurer que le trombone était réel. Laiton, chaud de ma main, plié au milieu. Elle avait utilisé ce truc pendant des années, le redressant, le repliant, refusant de le jeter. Marianne ne gaspillait pas les choses. Ni les trombones, ni les gens. Le dossier bleu se trouvait exactement là où elle avait dit qu'il serait. Tiroir du haut de son bureau, dans la chambre d'amis que nous avions transformée en bureau à domicile. La lampe de bureau était toujours orientée comme elle l'aimait, inclinée juste assez pour couper les reflets sur la paperasse. Je m'assis lentement, comme si je risquais d'effrayer un souvenir si je bougeais trop vite. À l'intérieur du dossier se trouvaient des documents que j'avais vus des années auparavant, mais que je n'avais jamais vraiment regardés. Pas comme ça. Convention de vote, formulaire de transfert d'actions, notarié, daté, classé. 67%. Marianne l'avait fait 7 ans plus tôt, après l'une des rares visites d'Evan à la maison. Je me souvenais de cette soirée maintenant. Comment elle avait été silencieuse au dîner. Comment elle était restée debout devant l'évier longtemps après que les assiettes furent propres. Il m'a demandé ce que valait l'entreprise, avait-elle fini par dire. Ce n'est pas un crime, lui avais-je répondu. Non, avait-elle dit, s'essuyant les mains lentement. Mais la façon dont il l'a demandé, si. Je n'avais pas insisté. Marianne ne parlait pas à moins que ce ne soit important. Maintenant, assis seule dans cette pièce, je sentais le poids de ce qu'elle avait fait. Elle ne l'avait pas fait par méchanceté. Elle l'avait fait par peur. Pas peur pour elle-même, mais pour les gens qui venaient tous les jours et qui avaient confiance que l'endroit serait encore là le lendemain. Je refermai le dossier et me penchai en arrière, la poitrine serrée. Posséder 67% ne me donnait pas un sentiment de puissance. Cela me faisait me sentir responsable, et fatigué. Je conduisis en ville en fin de matinée, en partie par habitude, en partie parce que la maison semblait trop silencieuse. Le chauffage du camion fonctionnait à plein régime alors que je traversais la rivière Momay, l'eau grise bougeant lentement sous le pont. Toledo ressemblait à ce qu'elle avait toujours été. Des bâtiments en briques, des enseignes fatiguées, des gens emmitouflés qui vaquaient à leurs occupations. Je me garai sur le parking du Rosiers Dîner, un endroit bas de plafond aux fenêtres embuées, avec une enseigne qui n'avait pas changé depuis que Reagan était au pouvoir. À l'intérieur, ça sentait la graisse de bacon, le pain grillé et le café restés trop longtemps sur le réchaud. Rosie elle-même me fit signe sans demander. « Café noir ?» ?»« Ouais, dis-je. » Elle posa la tasse durement, comme si elle était en colère à ma place. J'ai entendu. Les nouvelles voyageaient vite dans une ville comme celle-ci. Plus vite que les emails. Plus vite que les communiqués de presse. Je suis désolé, Franck, dit-elle. Ce garçon n'a pas d'âme. Je n'argumentais pas. Je hochai juste la tête et enroulai mes mains autour de la tasse. Quelques boxes plus loin, 2 gars de l'usine parlaient à voix basse. Je surpris mon nom, puis celui d'Evan. L'un d'eux secoua la tête. Marianne n'aurait pas supporté ça, dit l'autre. Je fixai mon café. Non, murmurai-je dans ma barbe. Elle ne l'aurait pas fait. Mon téléphone vibra sur la table. Un SMS de Rita. Il parle de licenciement. Des gros. Il dit lundi. Mon estomac se noie. Je tapais lentement en retour, ne dis rien pour l'instant. Je m'en occupe. Je ne savais pas exactement ce que je m'en occupe signifiait encore, mais je savais que je ne pouvais pas partir. Pas maintenant. Pas avec les mots de Marianne résonnant encore dans ma tête. Après le dîner, je passai devant l'usine.
Changement d'équipe. La sirène hurlait, basse et longue. Des hommes et des femmes affluaient par les portes, col relevé, boîte à lunch se balançant. Je reconnus des visages. Des gens que je connaissais depuis des décennies. Des gens qui étaient restés quand les temps étaient durs parce qu'ils nous faisaient confiance. Parce qu'ils lui faisaient confiance. Je me garai de l'autre côté de la rue et regardai jusqu'à ce que le parking se vide. Mes mains tremblaient à nouveau. Pas de froid, mais de la pression qui montait dans ma poitrine. De savoir qu'Evan pouvait détruire tout cela en quelques semaines si personne ne l'arrêtait. J'allais au cimetière dans l'après-midi. Le sol était dur, l'herbe cassante. La pierre tombale de Marianne était encore neuve, la terre autour plus sombre que le reste. Je m'agenouillai, mes genoux protestants, et posai le trombone en laiton à la base de la pierre comme une offrande. Je n'ai pas demandé ça, dis-je à voix haute. Ma voix semblait étrange en plein air. Je voulais juste finir ce qu'on a commencé. Le vent se leva, froid et tranchant, coupant à travers mon manteau. Je pensais à la nuit où Marianne m'avait regardé de l'autre côté de notre table de cuisine et avait dit, si jamais Evan essaie de t'effacer, ne le laisse pas effacer nos gens. Je restai là plus longtemps que prévu, jusqu'à ce que mon téléphone vibre à nouveau. Numéro inconnu. Je répondis, déjà fatigué. Frank Dalton. Une voix familière gloussa doucement à l'autre bout. Tu réponds toujours à ton propre téléphone. Bon signe. Harold, dis-je. Aux dernières nouvelles, répondit-il. Tu es libre cet après-midi? Pour toi, toujours. Bien, dit-il. Je n'aime pas les bureaux. Retrouve-moi chez le barbier Lou, sur la Skye. Et Frank? Oui. Apporte le dossier bleu. Je raccrochai et restai là, fixant le nom de Marianne gravé dans la pierre. Le chagrin était toujours là, lourd et à vif. Mais en dessous, quelque chose d'autre avait pris forme. La détermination. Lundi arrivait. Et pour la première fois depuis l'enterrement, je n'en avais pas peur. Le salon de coiffure de Lou n'avait pas changé depuis que le premier Bush était au pouvoir. Même poteau rouge et blanc devant. Même chaise en vinyle craquelée le long du mur. Même tableau de liège encombré de flyers pour des fritures de poissons, des tombolas d'armes à feu, et un avis délavé pour un petit déjeuner aux crêpes des vétérans datant d'il y a 3 mois. Je poussai la porte et une cloche tinta au-dessus de ma tête. L'odeur de talc et d'après-rasage me frappa immédiatement. C'était le genre d'endroit où les hommes parlaient doucement des choses qui comptaient, et fort des choses qui ne comptaient pas. Harold Klein était assis dans le dernier fauteuil, à mi-coupe, drapé dans une cape rayée comme un homme qui avait fait la paix avec son environnement. 72 ans, sourcils blancs épais, lunettes à monture métallique perchées bas sur son nez. Il lisait un exemplaire plié de The Blade comme si on était encore en 1989. Il leva les yeux vers moi dans le miroir et sourit. Frank Dalton, dit-il. Tu as une sale tête. Je me sens pire que ça, dis-je. Harold hocha la tête. C'est cohérent. Le barbier, un type mince nommé Lou, qui coupait probablement des cheveux depuis que j'en avais à couper, me fit un signe de tête poli. Personne ne posa de questions. C'était la règle dans des endroits comme celui-ci. Je m'assis dans une chaise vide, le dossier bleu lourd dans la poche de mon manteau. Harold attendit que Lou s'éloigne, puis dit doucement, « Tu conduis toujours cette Ford ?»« Ouais. »« Bien. »« Ça veut dire que tu n'as pas perdu la tête. » Je laissai échapper un rire faible. Evan m'a viré. Harold renifla. « Je sais. Tu sais à quel point Toledo est petite, dit-il, et la bêtise ne reste pas secrète longtemps. » Lou termina et retira la cape d'Harold d'un geste vif. Harold se leva, brossa les cheveux de ses épaules et paya en espèces. Puis il fit un signe de tête vers l'arrière-salle. Parlons là où les tondeuses ne peuvent pas nous entendre. L'arrière-salle était exiguë, avec une seule table en métal, 2 chaises pliantes et une cafetière qui semblait plus vieille que nous deux réunis. Je sortis le dossier bleu et le posai sur la table. Harold ne le toucha pas tout de suite. Il me regarda simplement. « Tu es sûr de vouloir ouvrir cette porte ?» demanda-t-il. « Je pense que ma femme l'a ouverte il y a 7 ans, dis-je. Je ne fais que la franchir. » Harold hocha la tête une fois, puis ouvrit le dossier. Il lut lentement, soigneusement. Son visage ne changea pas beaucoup, mais je pouvais voir les engrenages tourner derrière ses yeux. Il tourna les pages, vérifia les dates, passa un doigt sur les tampons notariés comme s'il pouvait sentir leur poids.
Finalement, il se pencha en arrière. Eh bien, dit-il. J'en suis damné. J'avalai ma salive. C'est bon ou mauvais? C'est du béton, dit-il. Fiducie de vote, transfert d'action, correctement déposé. 67%. Propre comme un livre de comptes d'église. Ma poitrine se desserra d'une fraction. Il ne sait pas. Les lèvres d'Harold tressaillirent. Non. Et c'est la meilleure partie. Il referma le dossier et le tapota d'un doigt. Evan court partout en pensant qu'il a hérité d'un trône. Ce qu'il a en fait, c'est une chaise pliante avec un pied manquant. J'ai failli sourire. Presque. Mais Harold continua en levant un doigt. Cela ne fonctionne que si tu ne deviens pas impatient. Je me penchai en avant. Il parle de licenciement. Je sais, dit Harold. 50 noms aux dernières nouvelles. Des anciens. Ma mâchoire se crispa. Harold poursuivit. Il courtise le capital investissement. 2 groupes, un de Chicago, un de l'Est. Ils sentent le sang. Quel genre de sang, demandai-je. Avantages sociaux, contrats fournisseurs, obligations de retraite, dit Harold. Toutes les choses que ta femme a protégées. Mes mains se fermèrent en poing sous la table. Il a déjà commencé à remplir la paperasse, ajouta Harold. Changement de gouvernance, émission d'actions sans droit de vote, des trucs juridiques gris qui effraient les banques et embrouillent les conseils d'administration. Donc je l'arrête, dis-je. Harold secoua lentement la tête. Pas encore. Je le fixai. Harold. Tu l'arrêtes trop tôt, dit-il en me coupant la parole, et il saura que tu as un moyen de pression. Alors il commencera à creuser. Réunion d'urgence, absurdité sur l'aptitude mentale. Il te peindra comme le veuf éploré qui a perdu le sens des réalités. Je détestais à quel point il avait raison. Alors qu'est-ce que je fais, demandai-je. Harold croisa les mains. Tu le laisses parler. Laisse-le faire son boniment. Laisse-le montrer à tout le monde qui il est vraiment. J'expirai lentement par le nez. J'ai l'impression de le laisser blesser des gens. Les yeux d'Harold s'adoucirent. Frank, je te connais depuis 30 ans. Tu n'es pas un homme qui aime voir des dégâts, mais le timing compte. La justice, ce n'est pas seulement avoir raison. C'est être indéniable. Je pensais à Rita, au gars de l'usine, à Marianne debout devant l'évier en s'essuyant les mains. Et s'il fait passer ça avant lundi, demandai-je. Il ne le fera pas, dit Harold. Il veut les projecteurs. Il veut la grande réunion. Il veut des témoins. Je frottais mes tempes. Ma tête battait, une pression sourde qui pulsait avec mon rythme cardiaque. Il essaie déjà de me geler, dis-je. Accès bancaire, sécurité. Harold hocha la tête. J'ai entendu. Bâclé. Et ça joue contre lui. Comment? Parce que ça montre l'intention, dit Harold. La panique. Il se leva et fit glisser le dossier vers moi. Voici ce que tu vas faire. Tu te pointes lundi. Tu t'assois au fond. Tu n'interromps pas. Tu ne réagis pas. Tu le laisses exposer sa vision. Et ensuite, demandai-je. Et ensuite, dit Harold, la voix basse et stable. Tu rappelles à tout le monde à qui appartient vraiment la maison. Je rentrai chez moi avec le dossier bleu sur le siège à côté de moi, comme un passager silencieux. Le ciel s'assombrissait déjà, les lampadaires s'allumaient un à un. À la maison, je réchauffais les restes de ragoût et mangeais debout, sans sentir grand goût. Mes mains tremblaient à nouveau. Je détestais ça. Je détestais me sentir vieux. Je détestais avoir l'impression que mon corps pouvait me trahir avant Evan. Mon téléphone vibra. Un texto de Marc. Frank, peu importe ce que tu prévois, sois prudent. Il va vite. Je fixai l'écran un long moment, puis tapai en réponse, je sais. Dis à Rita de garder tout le monde calme. Pas de panique. J'allai dans la chambre d'amis et regardai à nouveau le bureau de Marianne. Je l'imaginais assise là, un stylo derrière l'oreille, les yeux vifs. Les hommes calmes vont au bout des choses, dis-je à voix haute. Lundi était dans 3 jours, et Evan n'avait aucune idée de la profondeur du trou qu'il creusait. Le vendredi, les rumeurs n'étaient plus des rumeurs. C'étaient des feuilles de calcul. Je l'appris quand Rita m'appela juste après midi. Sa voix était tendue, hachée,
comme si elle tenait quelque chose de lourd d'une seule main. Elles sont réelles, Franck, dit-elle. La liste des licenciements. 53 noms. Je fermai les yeux et m'appuyai contre le comptoir de la cuisine. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du faible cliquetis du vent contre la fenêtre. Qui, demandai-je. Elle n'hésita pas. C'est ce qui fit le plus mal. Tom, Riley, les 2 gars de la maintenance de la baie 2. Sharon aux achats. 3 de l'équipe d'expédition. Des gens avec 20, 30 ans de boîte. Je visualisais leurs visages. Je pouvais voir les mains de Tom, toujours noircies peu importe combien il les frottait. Le rire de Sharon quand quelqu'un apportait des beignets. Des hommes et des femmes qui venaient pendant les tempêtes de neige et les canicules parce qu'ils croyaient que l'entreprise prendrait soin d'eux comme il prenait soin d'elle. Quand, demandai-je. Evan l'annonce au manager lundi, dit Rita. Après la réunion du conseil. Ma poitrine se serra. Et le conseil? La moitié d'entre eux ne le savent même pas encore. Il appelle ça la phase 1. Je fixai le sol, une légère trace d'éraflure dont Marianne avait l'habitude de se plaindre. Ma main gauche tremblait encore. Je la pressai à plat contre le comptoir jusqu'à ce qu'elle s'immobilise. Rita dit prudemment, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Elle ne demanda pas quoi, ni comment. Garde les gens calmes. Pas de fuite, pas de débrayage. Dis-leur que je ne suis pas parti. Pas vraiment. Il y eut une pause. Puis elle dit doucement, je te fais confiance. Quand l'appel se termina, je restai là plus longtemps que je n'aurais dû, respirant lentement. La voix d'Harold résonnait dans ma tête. La justice, ce n'est pas seulement avoir raison. C'est être indéniable. Cet après-midi-là, Evan organisa ce qu'il appela un déjeuner de leadership dans un restaurant de chaîne près de LI 75. Mur beige, menu plastifié, téléviseur boulonné haut dans les coins. Le genre d'endroit où rien d'important ne devrait jamais être décidé. Rita m'envoya un texto quand ça commença. Il fait de la posture. Je conduisis jusque là-bas quand même et me garai de l'autre côté du parking. Je me dis que je ne faisais qu'observer, que je n'entrerais pas. J'entrai. Je pris une place près du fond, chapeau tiré bas, commandai de l'eau. Je ne bus pas. Evan se tenait près du bar avec un petit groupe de managers, parlant assez fort pour être entendu. On ne peut pas gérer cet endroit comme un musée, dit-il en souriant. La nostalgie ne paie pas les factures. Quelques personnes gloussèrent nerveusement. Evan continua. La vieille garde a fait son temps. Maintenant, il s'agit d'efficacité, de rationalisation, de prendre des décisions difficiles. Ma mâchoire se crispa. Mon cœur commença à battre assez fort pour que je puisse le sentir dans ma gorge. J'imaginais Marianne debout dans l'usine, manches retroussées, écoutant les travailleurs comme s'ils comptaient. Evan ria. Franck n'a jamais compris ça. C'en était trop. Je me levai avant de réaliser que je bougeais. Rita croisa mon regard de l'autre côté de la pièce et secoua la tête, juste une fois. Un avertissement. Mes mains tremblaient. Ma vision rétrécit. J'entendis la voix de Marianne, pas forte, juste stable. Les hommes calmes vont au bout des choses. Je me rassis. Evan continua de parler de redimensionnement, de 109, de la façon dont les émotions obscurcissent le jugement. Je partis avant qu'il n'ait fini. Dehors, le froid me gifla le visage et me ramena sur terre. Je m'appuyai contre mon camion, respirant fort, honteux d'être passé si près de tout gâcher. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Ma tête battait, une pression sourde qui rampait derrière mes yeux. Vers 3 heures du matin, je vérifiai ma tension artérielle avec le brassard que Marianne insistait pour qu'on garde dans la salle de bain. Elle était plus élevée qu'elle n'aurait dû l'être. Je m'assis sur le bord de la baignoire, les coudes sur les genoux, et ris doucement. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si foutrement humain. 59 ans, le cœur battant, essayant de survivre à un gamin avec une feuille de calcul. Dimanche matin, mon téléphone vibra. Marc. Evan a convoqué une pré-réunion d'urgence ce soir. Président du conseil et avocat extérieur. Il essaie de verrouiller les votes avant lundi. Je fixai le message. Harold m'avait prévenu de cela. L'envie d'agir surgit à nouveau, brûlante, immédiate. J'appelai Harold. Il pousse le bouchon, dis-je. Je sais, répondit Harold.
calme comme toujours. Et ça me dit tout. Il pourrait forcer le passage ce soir. Il ne le fera pas, dit Harold. Il a besoin de lundi. Il veut des témoins. Il veut avoir l'air d'un visionnaire. Et si j'interviens maintenant, demandai-je. Tu lui donnes une excuse, dit Harold. En ce moment, il ressemble à un gamin qui joue à se déguiser. Lundi, il ressemblera à un handicap. Je fermai les yeux. J'avais mal à la tête. Mes mains étaient stables maintenant, mais ma poitrine était serrée. Je déteste attendre, dis-je. Je sais, répondit Harold. C'est pour ça que ça marche. Dimanche soir, je sortis le costume que Marianne m'avait acheté pour notre 10e anniversaire. Gris foncé, rien de tape à accent grave-l'œil. Je glissai le trombone en laiton dans la poche intérieure et le tins là un moment, pour m'ancrer. Mon téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. La sécurité sera présente à la réunion de demain. Je souris pour la première fois de la semaine. Bien, dis-je à la pièce vide. Qu'il regarde. J'éteignis la lumière et m'assis dans le noir, écoutant la maison se calmer. Lundi était dans quelques heures, et Evan n'avait plus d'espace. Lundi matin arriva dur et froid, le genre de journée grise de Toledo qui appuie sur vous avant même que vous ne mettiez le nez dehors. Le vent du lac Erie traversa mon manteau alors que je traversais le parking, le drapeau devant claquant sec et fort. Je marquai une pause d'une demi-seconde, la main sur la poignée de la porte, et pris une lente respiration. Les hommes calmes vont au bout des choses. À l'intérieur, le bâtiment sentait comme toujours, le nettoyant, le café, une légère odeur d'huile venant du côté entrepôt. Familier, stable. Je m'enregistrais à la sécurité comme si j'étais un visiteur dans ma propre maison. 2 gardes hochèrent poliment la tête, leurs yeux professionnels glissant déjà sur moi. La salle du conseil était pleine quand j'entrai. Une rangée complète de cadres longeait un mur. Les membres du conseil étaient assis, le dos raide, autour de la table. Sur l'écran au fond, de petites cases clignotaient pour s'allumer alors que l'appel Zoom se connectait, des représentants du capital investissement dans des bureaux impeccables, quelques avocats extérieurs. Et je remarquai une journaliste économique locale dont j'avais lu la signature plus d'une fois dans The Blade. Evan se tenait en bout de table, les mains appuyées sur le bois poli, souriant comme si c'était le jour de son mariage. Je pris place au fond, exactement là où Harold m'avait dit de m'asseoir. Je posai l'enveloppe en cuir usé sur mes genoux et croisis mes mains dessus. Mon pouls battait dans mes oreilles. Je le laissais faire. Je n'essayais pas d'avoir l'air calme. J'essayais d'être immobile. Bonjour à tous, dit Evan, la voix brillante. Merci d'être ici. Aujourd'hui, il s'agit de l'avenir. Il cliqua sur sa télécommande. Une diapositive apparut. Police grasse, flèches élégantes, mots comme transformation et croissance. Il parla pendant 20 minutes d'affilée d'efficacité, de modernisation, de redimensionnement de la main-d'œuvre, de la façon dont la sentimentalité avait freiné l'entreprise. J'observais les visages pendant qu'il parlait. La mâchoire de Marc se serrait davantage à chaque phrase. Rita ne regardait pas l'écran du tout. Denny fixait ses mains. Et cela nous amène à la phase 1, dit Evan, souriant plus largement. Réduction stratégique de la main-d'œuvre. Un murmure parcourut la salle. Sur l'écran Zoom, l'un des types du capital investissement hocha la tête comme si tout cela était parfaitement raisonnable. Evan ne broncha pas. Ces décisions ne sont jamais faciles, dit-il, comme s'il avait répété cette ligne. Mais le leadership signifie prendre des décisions difficiles. Ma poitrine se serra, mes doigts se refermèrent sur l'enveloppe. C'est pourquoi, continua Evan, je demande un vote pour approuver le partenariat et autoriser les changements de gouvernance. Il regarda autour de la table, confiant, affamé. Avant que nous votions, dis-je. La salle se figea. Toutes les têtes se tournèrent. Evan cligna des yeux, surpris, puis ria doucement. Frank, dit-il comme si j'avais interrompu un toast. Ceci est une réunion du conseil. Je me levai quand même. Mes genoux protestèrent, mais ils tinrent bon. Ma voix sortit stable. C'en est une, dis-je. C'est pourquoi je dois corriger quelque chose. Le silence s'étira. Le sourire d'Evan s'amincit. Assieds-toi. Je ne le fis pas. Je marchai jusqu'à la table et posai l'enveloppe en cuir devant lui. Le bruit qu'elle fit ne fut pas fort. Juste un bruit sourd et final.
Je ne serai pas long, dis-je. Je sais que tu es impatient. Les yeux d'Evan passèrent de l'enveloppe à moi. Frank, tu as été licencié. Tu n'as pas ta place ici. Je jetai un coup d'œil à Denny. Voulez-vous lui dire où dois-je le faire? Denny déglutit, ne dis rien. Je fis un signe de tête vers l'écran. Je vois que l'avocat est présent. Bien. Je regardai à nouveau Evan. Tu peux y aller et l'ouvrir. Evan hésita, juste une fraction de seconde. Puis il ria à nouveau, sèchement cette fois, et ouvrit l'enveloppe. L'associé d'Harold, assis tranquillement le long du mur, s'éclaircit la gorge et tapota sur son ordinateur portable. Des documents remplirent l'écran. Tampon, date, signature. Je laissai le silence faire le travail. Je détiens 67% des actions avec droit de vote de Great Lakes Industrial Supply, dis-je. Pas de cris, pas de colère, juste les mots. Pendant 3 secondes entières, personne ne parla. Sur l'écran Zoom, l'un des gars du Capital Investissement se pencha plus près de sa caméra. Les yeux de la journaliste s'écarquillèrent. Ce n'est pas possible, dit finalement Evan. Sa voix se brisa juste un tout petit peu. Je haussai les épaules. Ça l'est. Tu étais un employé, claqua Evan. Tu as signé. L'emploi n'est pas la propriété, dit Harold calmement depuis le côté. Et cette clause que tu as glissée dans le dossier de licenciement? Bâclé. Evan devint blanc. Tu savais. Je me suis préparé, dis-je. Il y a une différence. Il essaya de se reprendre, les mains bougeant maintenant. Même si c'est vrai, nous votons quand même aujourd'hui. Non, dis-je doucement. Vous ne votez pas. Je me tournai vers le conseil. Avant que vous ne décidiez quoi que ce soit, je veux poser une question. Je regardai Evan. Quelle est, selon toi, la valeur fondamentale de cette entreprise? Evan ouvrit la bouche, la referma, essaya encore. L'innovation, dit-il. L'agilité. J'attendis. Il ajouta, la valeur actionnariale. Je hochai lentement la tête. Marianne avait l'habitude de dire que c'étaient les gens. Le souffle de Rita se coupa. Je fis face à la salle. Ce partenariat est suspendu avec effet immédiat. Les licenciements sont suspendus. Et l'autorité d'Evan en tant que PDG est révoquée, dès maintenant. Les mots tombèrent comme un marteau de juge. Denny expira en tremblant. Tous ceux qui sont pour. Les mains se levèrent une par une, certaines hésitantes, d'autres soulagées. Evan regarda autour de la pièce, stupéfait. Vous ne pouvez pas. La sécurité s'approcha. Pas brutalement, juste fermement. Je me penchai juste assez pour qu'il m'entende. Tu as planifié ça, siffla-t-il. Non, dis-je. C'est toi qui l'as fait. Il fut escorté dehors, passant devant la paroi vitrée où les employés s'étaient rassemblés pour regarder. Pas de cris, pas de drame, juste l'effondrement silencieux d'un homme qui avait confondu le pouvoir et le bruit. Quand la porte se referma, je m'assis enfin. Mes mains tremblaient maintenant. Je ne le cachais pas. Mon téléphone vibra. Un message de Rita. Ils applaudissent à l'étage. Frank. Je fermai les yeux et respirai. Pour la première fois depuis des jours, la pression se relâcha. Le bâtiment semblait différent une fois Evan parti. Pas plus calme, juste plus stable, comme une machine qui s'était déréglée et qui retombait enfin sur ses boulons. Les gens sortirent de la salle du conseil par petits groupes, voix basse, visage pâle mais soulagé. Les avocats rangèrent leurs porte-documents sans contact visuel. Les cases Zoom s'éteignirent une à une. La journaliste s'attarda juste assez longtemps pour observer, puis s'éclipsa, façonnant déjà l'histoire dans sa tête. Je restai assis. Mes mains tremblaient encore, alors je les posai à plat sur la table jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. 59 ans, le cœur battant la chamade comme si je venais de courir un mile. Je me rappelai de respirer. Inspirer par le nez, expirer doucement. Marc s'assit à côté de moi. Il ne dit rien au début, posa juste une main sur mon épaule. Ça va, finit-il par demander. Je hochai la tête. Ça ira. Rita entra ensuite, les yeux brillants mais fatigués. L'étage bourdonne, dit-elle, pas paniquée, juste soulagée. C'est bien, dis-je. C'est ce qu'on veut.
Denis s'éclaircit la gorge de l'autre côté de la table. Franck, dit-il, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je regardais autour de la pièce, la même pièce que Marianne avait dirigée pendant des années avec une confiance tranquille et une pile de dossiers à code couleur. Je pouvais presque la voir là, un stylo coincé derrière l'oreille, veillant à ce que personne ne manque un détail. Je ne veux pas du titre de PDG, dis-je. Denis cligna des yeux. Tu ne veux pas? Je secouai la tête. Je n'ai pas 35 ans. Je ne cours pas après un bureau d'angle ou une manchette de journal. Je suis ici pour empêcher que cet endroit soit vendu en pièces détachées. Marc hocha lentement la tête, comprenant. Nous formerons un comité intérimaire, poursuivis-je. Opération, finance, direction de l'usine. Pas de surprise, pas d'accord secret. Rita sourit. Ça ressemble à du Marianne. Le nom atterrit doucement et lourdement à la fois. Cet après-midi-là, je parcourus l'étage. Pas comme une annonce, pas comme un tour d'honneur, juste en marchant. Les gens arrêtèrent ce qu'ils faisaient quand ils me virent. Certains hochèrent la tête, certains sourirent. Un gars, Tom Riley, s'avança, les mains rugueuses et noircies comme toujours. C'est vrai, demanda-t-il doucement. Pour les licenciements? Ils ne sont plus à l'ordre du jour, dis-je. On va faire ça correctement. Ensemble. Tom laissa échapper un souffle qu'il ne savait probablement pas qu'il retenait. Merci, Franck. Je lui serrai la main. Cela signifiait plus que n'importe quel vote ne le pourrait jamais. À la fin de la semaine, les choses s'étaient installées dans un nouveau rythme. Pas parfait, pas facile, mais honnête. Le nom d'Evan cessa d'être mentionné après un moment. Par ici, les réputations ne meurent pas bruyamment. Elles s'effacent simplement. Les gens se souviennent de qui s'est présenté, qui ne l'a pas fait, qui a traité l'endroit comme une ligne sur un CV au lieu d'une chose vivante. Nous sommes parvenus à un règlement discret. Pas de feu d'artifice, pas d'excuses. Evan est parti avec une indemnité modeste et une clause qui l'empêchait d'interférer ou de réécrire l'histoire. Il ne s'agissait pas de le punir. Il s'agissait de fermer la porte. Un soir, longtemps après que tout le monde fut rentré chez soi, je m'assis seul dans l'ancien bureau de Marianne. Je préparais du thé comme elle l'aimait. 2 minutes, ni plus, ni moins. Je m'assis dans son fauteuil et regardai par la fenêtre vers l'usine, où les dernières lumières brillaient contre l'obscurité du début de l'hiver. La sirène de changement d'équipe retentit au loin, basse et familière. Je plongeai la main dans ma poche et sortis le trombone en laiton. Tordu, ordinaire, parfait. Tu m'as fait confiance, dis-je doucement. Je n'ai pas gâché ça. Le chagrin était toujours là. Il le serait toujours, mais il n'était plus tranchant. Il avait des contours maintenant. Une forme, un sens. Je fermai le bureau à clé et sortis. L'air était froid, propre, le froid de Toledo, le genre qui vous réveille. En rentrant chez moi, je pensais à quel point j'étais passé près de perdre mon sang-froid. Comme il aurait été facile de crier, de faire irruption, de laisser la colère décider du timing. Marianne avait raison. Les hommes calmes vont au bout des choses. Si cette histoire a touché une corde sensible, si vous avez déjà été mis de côté, sous-estimé ou pris au dépourvu par quelqu'un qui pensait que vous étiez fini, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, la patience n'est pas de la faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. Parfois, c'est du respect. Et parfois, c'est la seule façon pour que justice soit faite correctement. Si vous avez trouvé quelque chose de familier ici, prenez un moment, partagez vos pensées, faites passer ceci à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur la résilience, l'équité et le fait d'aller au bout des choses de la bonne manière, envisagez de rester avec nous. Merci de nous avoir écoutés.